quand même, je voudrais me présenter puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent. Je suis la directrice adjointe du CFA, mais j'ai eu une autre vie avant. Et j'ai été consultante pendant 8 ans pour une société qui s'appelle toujours d'ailleurs Sud Performance. Et j'ai fait du conseil et de la formation, du conseil et de la formation dans le cadre du management et de la formation également pour des entreprises publiques principalement, CNRS, CMAGREF, CNFPT, j'en oublie, INRA. Et ça pendant 8 ans, avant en 2013, je crois, en 2013, d'intégrer le monde de la formation de plein pied en prenant des responsabilités, puisque je suis devenue responsable formation, puis directrice, et désormais directrice adjointe du CFA. Donc, pourquoi c'est moi qui interviens aujourd'hui? Parce que management et formation, c'est intimement lié. Donc l'idée, comme je vous disais, c'était de comprendre les générations, Z et alpha. Et la commande qui m'a été passée, était d'essayer de les comprendre au mieux, pas juste pour les comprendre et avoir un esprit philanthrope, mais dans le but final de mieux les manager. Parce que ce qui nous rejoint, vous, au monde de l'entreprise et nous, au monde de la formation, c'est quand même ça, c'est comment est-ce qu'on peut les amener à travailler, comment est-ce qu'on peut les amener à produire ce que l'on souhaite, soit un service ou de la production alimentaire, par exemple. Donc l'enjeu, il est là, et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, tiens, on va essayer de vous donner un éclairage, puis même pour nous, un éclairage sur ces générations-là, pour comprendre finalement comment elles se sont constituées. Alors, le problème, et je vais vous le dire de suite, c'est qu'il ne va pas falloir attendre de ma part des réponses. La seule chose que je vais me proposer de vous apporter, ce sont des pistes de réflexion. On va rester très très humble sur cet échange, en tout cas que l'on souhaite riche. Mais voilà, uniquement des pistes de réflexion. Et du coup, avant d'entamer le sujet, on va poser quelques règles. La première, comme je vous disais, n'attendez pas de réponse, parce que dans tous les cas, c'est pas moi qui les ai les réponses. Moi, je ne pourrais vous apporter que des pistes de réflexion. Les réponses, c'est vous qui les avez dans votre environnement, avec vos apprentis, avec votre façon d'être aussi, puisqu'on ne va pas révolutionner en 1 heure votre façon de faire. Simplement, vous peut-être mettre une petite graine. La deuxième chose, c'est, je vais vous demander de vous autoriser à m'interrompre, à me couper la parole, parce que finalement, ça n'a d'intérêt que si vous enrichissez en fait cette réflexion, si on réfléchit ensemble à ces aspects-là. Et Alexandre qui est là. J'ai un deuxième micro, donc si vous avez vraiment une interruption, vous posez la question, vous me faites signe et justement, on interrompra Mélina pour lui poser votre question. Le troisième point, alors vraiment j'insiste, parce que je reprendrai, je me débrouillerai, mais vraiment intervenez et avec ou sans micro si ça fait peur, mais je vous assure aussi je vais vite. Le troisième point, je vais vous demander, mais alors très fortement, de résister à la tentation de penser ou même de dire c'était mieux avant, plutôt de dire ou de penser que c'était mieux avant. Parce qu'en définitive, on va faire un petit panorama de comment c'était avant et comment en fait on s'est chacun construit dans nos générations réciproques. Et le avant, on ne retournera pas. Ce qui nous importe, c'est aujourd'hui et les problématiques du jour. Donc on va regarder, et moi ce que je vous propose simplement, c'est de balayer en fait ensemble ces générations. Quels sont les événements et les processus d'apprentissage parmi lesquels ces générations se sont constituées, parmi lesquelles elles sont devenues, vous êtes devenus les professionnels que vous êtes aujourd'hui, et nos jeunes sont en train de devenir les professionnels de demain. Donc sans jugement de valeur, on va essayer de poser ça, et puis vous me direz, vous illustrerez mon propos. Voilà, l'idée donc c'était, comme je vous disais, de faire émerger des pistes de réflexion, et uniquement des pistes de réflexion. Alors, l'objectif, j'ai 40 minutes, enfin peut-être un petit peu plus, non, 40 minutes, pour vous permettre de comprendre du coup ces nouvelles générations, faire émerger des pistes de réflexion et évidemment essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos pratiques face à ces générations-là. Donc 40 minutes c'est court. Et avant de commencer, on va de suite rentrer dans le monde technologique. Est-ce que vous avez des téléphones portables, des smartphones? Alors, ce que je peux le droit de le prendre, voilà. Effectivement, de scanner ce que vous voyez. Ce que je vais vous demander là tout de suite, c'est de participer déjà, dès le départ.
Vous allez cliquer et la question que je vous pose, c'est comment vous pouvez qualifier en un mot la génération, la jeunesse en fait. Hein. Quel serait le mot qui décrit le mieux pour vous la jeunesse que vous côtoyez au quotidien? Je vous laisse quelques temps et vous verrez que par la suite, ça nous servira. Avant d'avoir, peut-être de regarder le résultat, peut-être certains d'entre vous veulent me dire comment vous qualifieriez la jeunesse. Je vous donne pas de mot. Dites-moi. Un petit mot comme ça. Qu'est-ce qui vous vient en premier lieu? Pardon? C'est-à-dire difficile à comprendre. Ok. Culottée, merci. Nonchalante. Mais encore, oui. Intéressante. Intéressante. Alors, je vous laisse alimenter ça. Vrai? Donc, je vous laisse me mettre tout ça. À la fin, ça nous donnera un nuage de mots que je vous propose qu'on découvre à la fin de cette présentation. Donc, je vous laisse le renseigner. Donc, moi, ce qui m'a... Quand il a fallu préparer cette conférence, la première question que je me suis posée, donc oui, il y a Génération Z et Alpha, mais finalement, de quelle jeunesse on va parler? Donc, de quelle jeunesse parle-t-on? Parce que, in fine, on est systématiquement, on a été le jeune d'un autre. Hein. Si on y réfléchit, la seule personne dont on est sûr qu'elle ne fait plus partie de la jeunesse du tout, c'est notre doyenne. Vous la connaissez ou pas? Doyenne de l'humanité. Je me suis renseignée, j'ai préparé depuis le 17 janvier, c'est Madame Maria Bragnas Mourou. Super, 117 ans. Mais nous, on a tous été, on est encore plus jeunes que d'autres, et donc voilà. De quelle jeunesse on parle? Avant de parler de la jeunesse qu'on identifie comme étant la génération Z et prochainement Alpha, on va essayer de se situer nous tous là. Hein. On est où, on fait quoi, comment on a grandi, quel est notre système de valeurs? Système de valeurs qui fait qu'au final, peut-être il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne décode pas nos propres systèmes de valeurs pour mieux décoder le système de valeurs des tiers, à savoir les jeunes. Allez, commençons tout de suite. Donc pour comprendre quel est le rapport au travail des différentes générations, nous allons commencer par des baby boomers. Est-ce qu'il y en a? Donc vous êtes baby boomers si vous êtes né entre 1946 et 1964 et que vous avez entre 60 et 78 ans. Est-ce qu'il y en a? Levez la main. Bonjour, donc on va prendre Thierry. Est-ce que Thierry, est-ce que vous m'autorisez? Alors, on va visualiser Thierry, tout le monde visualise Thierry, tout le monde voit. Donc il va incarner, si vous êtes d'accord, vous incarnerez donc les baby boomers de votre génération. D'accord? Vous serez appuyé par votre collègue. Donc, qui sont nos baby boomers? Donc d'abord, pour bien comprendre, c'est une génération, donc une cohorte, qui arrive après ce qu'on a appelé la génération silencieuse. Donc je vous passe, on va peut-être pas trop en parler parce qu'on ne peut pas se faire toutes les générations, mais la génération silencieuse, c'est vos parents, ceux qui ont connu la guerre. Donc ils ont connu la privation, et donc vous êtes élevés dans finalement la joie de ne manquer de rien. Et d'être reconnaissant, d'être dans un monde stable et sûr. Donc du coup, vous arrivez dans un monde où il y a une reprise économique, dans un monde où on améliore les conditions de vie, il y a plein de choses que vous allez voir arriver, que vos parents n'ont pas connu ou peu, dans votre vie active, la vaisselle par exemple, le lave-linge, enfin commençons déjà par le lave-linge. Hein. Donc ça, c'est votre génération qui va le voir, et vous allez grandir avec ça finalement, avec de bonnes conditions de vie. C'est pas l'environnement dans lequel ont grandi vos parents. Vous allez grandir avec une explosion de natalité et finalement un climat de confiance ambiant autour de vous. D'un point de vue historique, on se situe, vous grandissez, votre génération grandit entourée de guerres lointaines. Hein. Guerre du Vietnam par exemple, c'est quelque chose qui vous a bercé, mais c'est loin, c'est pas ici. En Europe, on a de la stabilité. Vous m'arrêtez, hein, Thierry, si... Hein, on est d'accord? Cette génération, elle voit arriver des choses qu'on pensait impossibles. Donc elle grandit dans la valeur que tout est possible. Elle grandit dans la valeur du travail. C'est-à-dire si on travaille dur, on peut obtenir des choses qu'on pensait impossibles avant.
le premier homme sur la Lune. C'était un pari, hein, les Américains disaient ah, c'est dur et tout, on va cramer les Russes, merci. Et donc, effectivement, ils ont gagné leur pari. Et en fait, vous grandissez dans ce système de valeurs-là. Le travail paye. Si on travaille, il n'y a pas de raison, ça doit marcher. Vous comprenez que c'est un système de valeurs, parce que c'est vrai pour toute une génération. C'est là-dedans que vous grandissez. Et la possibilité, le fait de penser que tout est possible. Donc, votre carrière, elle est complètement orientée vers la performance, parce que vous savez, en tout cas, on vous a éduqué comme ça. On vous a expliqué que si vous travaillez, il y a forcément un résultat. Et c'est ce que vous allez essayer aussi de transmettre à la génération suivante. Quand vous arrivez sur le marché du travail, Thierry et votre prénom ? Oui, Sylvie, vous faites partie de la même génération. Eh oui. Donc Thierry et Sylvie, quand vous arrivez sur le marché de travail, alors quand je dis vous, c'est votre génération, on vous ouvre grand les bras parce qu'il y a un besoin, il y a un réel besoin, on manque de bras, on manque de compétences. Du coup, vous arrivez et vous êtes attendu sur le marché du travail. C'est important. Vous trouvez du travail facilement, en tout cas avec de bonnes conditions du travail. Et parfois même, donc votre génération va occuper des postes sans forcément avoir la qualification au départ. C'est-à-dire qu'on fait confiance, je vous redis, on est dans un climat de confiance générale. Voilà, ça c'est votre génération. Vous m'arrêtez si je vous trompe. Voilà. Votre légitimité en tant que, finalement, homme et femme de métier, elle est fondée sur le fait que l'expertise et le savoir, c'est ça qui fait la légitimité au travail. Voilà. On est légitime parce qu'on sait, on est légitime parce qu'on a expérimenté, et finalement, on est légitime pour transmettre. Alors, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, ils sont partis à la retraite, nos baby boomers. Et ils représentent pour autant la cohorte générationnelle la plus importante. Donc ils sont en train là, de laisser, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, ils sont en train de laisser derrière eux en fait un gros déficit social d'un point de vue effectif, compétences, reprise d'entreprise, etc. Et donc aujourd'hui, dans la population active, c'est considérable et donc il y a effectivement un enjeu du coup de société. Vous faites partie d'une génération qui, comme elle a grandi dans un climat de confiance, finalement, le fait de parler de façon très directe, c'est quelque chose de plutôt naturel chez vous. Vous n'avez pas peur de parler de façon interpersonnelle, de dire ce que vous pensez, mais le contact entre personnes ne vous effraie pas, au contraire, vous y êtes plus à l'aise et ça aurait échappé à personne. La technologie est arrivée après, donc c'est pas un truc dans lequel vous êtes super à l'aise ou que, c'est pas votre truc. Est-ce que jusque-là, on vous y retrouvez ? Après vous, donc vous travaillez, et vous voyez arriver une jeunesse qu'on appelle, alors qu'à ce moment-là, vous n'avez pas, parce que les sociologues identifient ça après, mais la génération X. Alors, qui a dans la salle alors on va peut-être pas donner les âges, ça va nous vexer. Donc qui est né entre 65 et 79 ? Beaucoup plus de monde. Allez, qui on va choisir ? On va choisir Alain. Donc Alain, tu peux te lever s'il te plaît ? Donc Alain, encore un boulanger, du coup, bien four, qui est enseignant et chef d'entreprise. Alors toi, pour le coup, tu as les deux casquettes, donc c'est parfait. Si tu m'autorises. Donc Alain, ta génération, donc vous tous, une grande partie, vous êtes ce qu'on appelle la génération perdue. Sacrifiée. Alors attendez, c'est pas fini. La génération perdue, sacrifiée encore, d'autres l'ont appelé les baby losers. Et oui. Pourquoi ? Parce que vous arrivez entre ceux qui sont ultra légitimes, qui ont confiance en eux, parce qu'ils ont été nourris à ça, à savoir nos deux baby boomers, et puis la génération qui arrive juste derrière, qui pousse, qui va être la génération Y. Mais laissons la génération Y de côté, et après on parle d'Alain et de sa cohorte, donc la génération X. Alors, quel est le
contexte en fait dans lequel toi tu arrives. D'abord, toi tu fais partie de ceux à qui on a dit passe ton bac d'abord. 1985, M. Chevènement dit 90% de votre classe d'âge devra avoir son bac. Donc pas d'option. Vous devez avoir votre bac. Et ce bac, il va garantir de la stabilité. C'est ce qu'on vous a dit, hein, voilà, on est d'accord, c'est ce qu'on vous a dit. Quand le contexte historique dans lequel vous grandissez, là, vous n'êtes pas encore rentré dans le monde du travail, parce que le contexte historique, c'est quoi? C'est d'abord crise économique, crise politique, crise écologique aussi, hein, donc du coup, pointe précarité, chômage. Voilà, c'est là-dedans que vous grandissez. Donc quand vos parents et l'ancienne génération vous disent passe ton bac d'abord, et puis l'État vous dit passez votre bac, c'est censé vous garantir une stabilité. C'est censé vous donner cette sécurité au moment de votre arrivée sur l'emploi. C'est comme ça que vous grandissez. Vous voyez ? En tout cas, c'est dans ce système de valeurs que vous vous nourrissez. Alors attention, on n'a pas oublié, hein, vos parents vous ont dit que le travail paye, etc. etc. Enfin, une génération ne s'arrête pas quand l'autre commence. Hein, on rajoute. Mais vous êtes nourris, biberonnés à ça. Et quand vous arrivez au travail, qu'est-ce qui se passe? Désillusion. Désillusion parce que finalement, quand vous vous présentez à l'entreprise a dit mais finalement, comment je vais faire mon choix? Vous êtes trop nombreux à venir. Et bien, comment elle va faire son choix? Le tout diplôme et l'expérience. Donc il va bien falloir se démarquer parmi tous ceux qui arrivent avec finalement le même bagage. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez rentrer dans un environnement qui est concurrentiel. Donc votre valeur qui est le travail paye, non, c'est pas ça votre système de valeur. Votre système de valeur, c'est de dire, c'est le résultat qui compte. Si j'obtiens du résultat, je me démarque. Et si je me démarque, ça m'assure une stabilité professionnelle. Donc on voit que quand on parle de travail, on n'y met pas forcément la même chose derrière sur cette génération-là. Et l'idée d'avoir des bons résultats, ça m'autorise à me sentir plus stable. Vous m'arrêtez, hein? Vous êtes d'accord avec elle? Allez, je continue donc. Si vous êtes d'accord avec moi, je continue. Où est-ce que j'en suis? Oui, vos illusions vacillent. Voilà. Que vous dire? Vous êtes surpris, hein, vous ne pensiez pas avoir autant de difficultés à trouver un emploi. Du coup, vous êtes la première génération qui va devoir faire des compromis. En gros, vous vous attendiez à autre chose, et donc il va falloir accepter peut-être des conditions un peu moins bonnes que celles que vous pensiez avoir. Il va falloir accepter peut-être des emplois qui sont sous-qualifiés. Voilà, des illusions qui tombent. Et donc je le redis, vous êtes du coup beaucoup plus orienté vers la performance et du coup la compétition. Ça ne veut pas dire qu'individuellement on est compétitif, c'est que finalement on grandit dans la croyance que c'est la performance qui va vous permettre de... Là je ne parle pas de façon individuelle, on est bien sur un état d'esprit général, hein, une génération. Aujourd'hui, vous êtes le pilier de l'économie, puisque c'est vous qui êtes au centre en fait, du système productif. Vous avez connu les grands progrès technologiques, hein, les premiers sur la Lune évidemment, les premiers ordinateurs, mais aussi la MTV, l'avènement des médias, l'explosion des médias, enfin, vous allez connaître tout ça, et vous allez devoir vous y frotter. Et Covid est venu encore une fois bouleverser vos certitudes. On le voit d'autant plus que là d'un coup il y a un arrêt net, hein, donc la performance, etc. Puisqu'il y a des choses, il y a un système de valeurs qui est un peu bousculé à ce moment-là. Et j'ai envie de dire sans doute même avant, puisque votre génération qui a tout investi dans le travail pour avoir de bons résultats, c'est cette même génération qui est impactée durement, qui est la plus durement impactée aujourd'hui par le burn-out. Alors, j'ai pris un chiffre, on est à 3,2 millions de personnes qui souffrent d'épuisement professionnel, c'est en date de février 2024. Et c'est cette génération-là qui paye la dette. Oh, c'est pas super, hein, quand même. Bon, est-ce que c'est jusque-là on est bon, vous vous reconnaissez? Oui, parce qu'ils sont là, c'est pas en burn-out. Ou alors c'est qu'ils ont commencé... Non, alors là vous avez raison d'intervenir et merci beaucoup. S'ils sont là, c'est qu'ils sont pas en burn-out. Oui, mais s'ils sont là, peut-être aussi c'est parce qu'ils ont rééquilibré leur vie à l'image d'Alain, qui aussi a changé de profession pour vivre sa passion autrement. Pardon. Oui. Les chiffres que vous donnez là, c'est pour la France? Oui, c'est pour la France et les chiffres de l'ANACT, l'Agence nationale des conditions de travail. Pour l'amélioration des conditions de travail.
Oui, c'est pour la France. Cette question, parce que cette dame justement est de Suisse, et elle s'est reconnue aussi, donc forcément, que ce soit en France, en Suisse, C'est pareil. c'est pareil. Ah, si la culture. Je ne comprends pas, Je disais pour certaines choses, oui. D'accord. C'est quoi qui différencie, qui est pareil? Je n'ai pas eu problème pour le travail. Mais sinon, enfin, tout ce que vous dites, oui, Vous vous y retrouvez. Oui, tout à fait. Merci. Bon, je continue donc par la génération qui va vous succéder. Donc, qui ici est né entre 1980 et 1984? Voilà. Je vais vous choisir, vous savez. Vous pouvez vous présenter? Florian, votre métier, boulanger? Encore. Et Andy. Donc c'est la femme de... On va pas vous dire que vous avez de la chance, on n'en sait rien. Hein. Qui a de la chance. Bon bref, je les garde. Donc, génération, vous êtes la génération Y. Fallait une illustration, elle me plaisait bien. La génération Y, alors qui êtes-vous? Madame, du coup, vous êtes que 3. Votre prénom? Mélissa. Ok. Alors, vous êtes la génération des millennials. Donc, c'est vous qui avez accompagné le changement de millénaire. Vous êtes la génération Internet. En vrai, vous êtes les premiers à vivre, en tout cas, avec la technologie qui se démocratise. Par exemple, vous avez touché une console beaucoup plus tôt que la génération précédente. Sans qu'on vous crie dessus parce que vous allez la casser, hein, parce que du coup ça coûtait très cher. Voilà, enfin, vous connaissez cette démocratisation-là. Vous grandissez avec Internet, Facebook, Google. Vous grandissez dans une ère de médias, c'est-à-dire que vous grandissez avec une information qui s'adresse à tout le monde. Vous avez accès à cette information-là. Vous connaissez donc depuis toujours l'ère médiatique. Vous avez toujours vécu avec, hein, en tout cas, voilà. Vous êtes ce qu'on appelle des technophiles, c'est-à-dire la génération qui a grandi avec les médias, qui n'a pas connu autre chose. Vous êtes à l'aise avec la technologie et de l'information, et vous êtes ce qu'on appelle les natifs numériques. C'est bien, maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir dormir mieux, j'imagine. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec votre génération, c'est que vous avez été ceux qui avaient appris seuls l'utilisation du numérique, des médias, Google, applications, etc., etc. Il n'y a pas d'aînés qui vous ont initié à ça. Les autres générations, elles ont dû s'y mettre aussi. Mais au moment où elles sont en situation, au moment où vous tous vous êtes en situation d'apprentissage, ces technologies n'existent pas, elles ne font pas partie de notre vie. Vous, au moment où vous êtes en situation d'apprentissage, elles existent et personne pour vous guider. Vous vous débrouillez tout seul. Ça, c'est notable. C'est-à-dire que d'un coup, votre génération à vous, elle commence à se dire, attends, la légitimité, on la fonde sur le savoir. En tout cas, c'est comme ça que l'ont fondé vos aînés. Et vous, bah, finalement, on ne vous a pas appris quoi. Vous avez appris tout seul. Donc, en quoi les personnes qui savent pas tant que ça finalement, bah, elles sont légitimes. Je vous rappelle que vous avez vécu et grandi avec Internet. Vous avez découvert qu'il y a une source d'information qui est encore plus riche que les sachants qui vous accompagnent. Alors, vous, ce qui est particulier dans votre génération, et déjà on sent pointer la génération Z dans votre génération à vous, c'est l'environnement dans lequel vous avez grandi. Avec votre génération, on va connaître les attaques du 11 septembre. Vous avez entre 7 et 20 ans lorsque surviennent ces attaques-là. Et du coup, c'est tout le monde occidental qui se dit « mince, on croyait être stable, on croyait vivre en sécurité, c'est pas le cas. » Vous m'arrêtez, Mélissa? Non, c'est bon? Vous allez connaître, vous, l'avant-après. En gros, la militarisation. Et là, on parle vraiment de vous quand vous êtes jeune. Hein. La militarisation. On voit arriver des militaires, on voit arriver de l'ultra-violence, de la mort dans les journaux. Enfin voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça, de façon très insidieuse dans votre enfance, qui nous marquent pas parce que finalement, on le voit arriver progressivement avec notre regard d'adulte, mais vous l'avez dès l'enfance, cet aspect-là. Et ça, c'est marquant c'est marquant pour toute une génération, à tel point que, du coup, je l'évoquais, vous aviez entre 3 et 17 ans, j'ai fait le point, quand la série South Park est arrivée. Ça parle aux autres South Park, ça parle vous vous rendez compte, on montre à des enfants comment on tue un enfant. Oui, quand même, c'est fou, hein. Ça a choqué personne, il y a toute une génération qui a été bercée à ça, la vôtre. Pareil, cette même génération aujourd'hui, elle est ciblée Game of Thrones. Il
Il y a des morts, tout le monde connaît, hein. Oui, non, Game of Thrones, Walking Dead, il y a des morts toutes les secondes. C'est-à-dire qu'on s'habitue à l'ultra-violence. Et ça, c'est arrivé avec votre génération. C'est pas vous qui l'avez amené, hein, vous étiez petit, mais vous avez été bercé à ça. Donc en gros, vous êtes la génération qui va prendre conscience dans sa jeunesse de la mortalité, de la non-permanence des situations. Tout est temporel. Rien ne dure, rien n'est permanent. Et du coup, comme tout change, vous êtes la première génération, en tout cas, qui n'avait pas peur du changement. Vous vous adaptez plutôt facilement. Changement climatique, moi ça ne m'angoisse pas, ce n'est qu'un changement de plus finalement. Vu que vous avez grandi avec ça, c'est pas gênant d'avoir de l'instabilité politique, climatique, sociale, etc. Oui, non ? Pour vous, finalement, voilà, le travail, il doit être évalué. Et finalement, vous commencez à remettre en question la hiérarchie sur sa légitimité parce qu'elle, finalement, ne vous a pas appris. Il y a plein de choses qu'elle ne vous a pas appris. Elle vous a accompagné, mais bon, il y a plein de choses que vous avez appris tout seul avec ces nouvelles technologies. La place du sachant, c'est votre génération qui va la remettre en cause en premier. Pas forcément activement, mais ça va vous questionner. À tel point que c'est avec votre génération que la vie personnelle elle va pointer, elle va être un petit peu plus importante que pour vos aînés. Alors je ne dis pas que vous êtes la génération Z, vous allez voir que ça va augmenter encore, mais voilà, pour vous, l'investissement dans le travail, c'est une chose, mais il y a aussi une vie personnelle à côté, et tout le challenge, c'est d'arriver à équilibrer les deux. Alors, vous avez connu la précarité, donc du coup, on vous a demandé d'être flexible, d'accepter certaines choses. Donc à votre tour, vous demandez, vous exigez de la flexibilité à l'employeur au nom de l'entreprise. Et j'ai presque, j'ai pas envie de dire, je vais le dire, le Covid a renforcé cet état d'esprit-là. Et puis, on arrive donc à dans le vif du sujet, notre génération Z. Donc la génération Z, elle arrive, elle est bercée par les croyances et les valeurs des baby-boomers, de la génération X et de la génération Y. Et elle arrive finalement dans un monde que personne n'avait connu avant, un monde ultra connecté, ultra numérique. Donc qui sont-ils ? Ils ont entre 15 et 29 ans. Donc qui ici est né entre 95 et 2009 ? Donc, d'après les sociologues, vous faites partie de la génération Z. Alors, attention, ils regardent ça après, hein, donc vous n'avez pas non plus, vous n'avez pas un gros recul non plus sur la génération. Donc, vos prénoms ? Julia, Paul et Julien. Alors, pareil, vous intervenez. Ah, vous aussi ? Non, entre les deux. Alors, comme moi, j'ai la chance d'être entre les deux, un coup je me reconnais dans l'un, un coup je me reconnais dans l'autre. C'est les sociologues. Ouais. En fait, ce qui va marquer les générations, ça va vraiment être les événements qui vont jalonner en fait votre enfance. On a dit, pour comprendre le comportement au travail, il faut comprendre dans quel environnement politique, etc. vous avez évolué. Et effectivement, alors pourquoi ils ont mis 4 ans, on va voir, mais peut-être qu'effectivement, on pourra peut-être étendre la génération davantage. Mais je garde votre question, elle me paraît très pertinente. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Génération Z, donc vous allez vivre le Covid entre vos 11 et vos 25 ans. Et alors vous, finalement, que vous dire ? Les attentats, finalement, voilà, 2012, 2015, tout le monde va vivre ça, mais vous naissez avec ça quasiment, enfin, vous naissez déjà avec la menace qui est existante et qui est présente avec un monde qui est déjà militarisé quand vous arrivez et qui ne va que se renforcer derrière. Le fait de se dire tout peut s'arrêter demain, ça va être renforcé encore par l'aspect Covid. Donc si tout peut s'arrêter demain, globalement, à quoi ça sert de capitaliser pour demain, de travailler aujourd'hui pour profiter après, dans la mesure où je ne suis pas certaine de profiter après. Je dis pour moi, hein, mais pour vous. Si je ne suis pas certaine de profiter après, pour quelle raison je devrais produire un effort tout de suite pour en profiter après, alors que je pourrais en profiter tout de suite et essayer de produire le moins d'efforts possible.
Est-ce que ça fait d'eux des paresseux? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de... Attention. Je suis en train de dire qu'il y a une conscience, ils grandissent dans une conscience qui est tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Nous, on l'a découvert à 30, 40 ans, eux, ils l'ont vu très vite. Hein. Donc, on peut mourir demain, ce qui n'est pas logique hein, quand on est jeune de se prendre de plein fouet la mortalité. C'est quelque chose d'important et ça vous constitue. Et puis, chose particulière, c'est la première de toutes les générations qui est née avec le savoir dans le doigt. Tablette, Google, etc. Ils n'ont pas besoin, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas besoin de demander à l'adulte de leur expliquer quelque chose. Ah, c'est pas utile. Ils ont tout à portée du doigt. Donc ça bouleverse quand même beaucoup la place de nous sachants, j'entends nous, managers, enseignants, formateurs, etc. Finalement, quelle est votre légitimité? On a basé notre légitimité là-dessus. Donc ils ont tout au bout du doigt. C'est la première génération qui est ultra connectée, donc je vous le disais, et qui va avoir une sollicitation mentale dès le plus jeune âge que vous ne soupçonnez pas. Vous imaginez, l'information est infinie sur Internet et ils ont accès à cette infini-là. Vous allez n'importe où, vous allez avoir plein d'écrans partout. Un enfant, il est atomisé par ce genre de truc. C'est une charge mentale tellement importante que l'information, pour être traitée, elle va être sélectionnée, mais pas nécessairement intégrée. Et quand on parle d'information, ce que je considère comme étant une information, moi, ne l'est pas forcément pour vous. On parle désormais de contenu. Hein, on ne parle pas forcément d'information. C'est nouveau ça, l'histoire du contenu. Donc c'est une génération qu'on appelle aussi la génération indoor. Pourquoi? Parce qu'elle a tout à la maison. Pas besoin de sortir, elle a tout au bout du doigt. On va plusieurs paradoxes avec vous. Hein. Donc Julien, Paul et Julia. Plusieurs paradoxes avec vous. Le premier, c'est que vous êtes la première génération à pouvoir contacter de façon ultra directe quelqu'un à l'autre bout du monde. Petit chat, ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de rentrer en contact avec qui vous intéresse quoi. Et pourtant, le paradoxe, c'est que ça va être très compliqué de rentrer en contact et de sortir d'un vase clos. Pourquoi? Parce que quand on donne des avis, quand on s'intéresse, quand on fait des recherches, finalement les logarithmes ne vont vous proposer que du contenu et des sujets qui vous ont intéressé au départ. Donc comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles saveurs si on ne vous les fait jamais goûter et qu'on ne vous propose que ces saveurs-là? Voilà, je vous ai dit, hein, je n'apporte pas de réponse, hein, juste je... Premier paradoxe. Le deuxième, après tout, on se dit ultra connecté, hein, donc on pourrait se dire ils sont super sociaux, ils peuvent communiquer avec tout le monde, etc. L'image, elle est très parlante, c'est-à-dire que malgré cette facilité à rentrer en connexion, virtuellement, je vous vois acquiescer, et oui, il y a forcément une difficulté un peu plus accrue à rentrer en communication de façon physique, réelle. Alors pour ça, pourquoi c'est un petit peu plus compliqué pour eux? C'est plus compliqué pour eux parce qu'ils nourrissent deux images. Tout le monde ici a eu le temps de se créer une identité virtuelle. Vous avez un mail? Ouais, vous avez un mail, vous avez un Facebook? Ouais, pareil. Bon, on a vu ça nous arriver quoi? On a eu le temps de savoir ce qu'on pouvait mettre, ce qu'on pouvait pas mettre, etc. Eux, dès l'enfance, ils ont cette image virtuelle qu'ils vont créer. Il s'agit dans un jeu vidéo d'abord, parce que pas forcément des réseaux sociaux. Et donc on va créer deux images. Il y a celle qu'on nourrit par le regard de ses familles, enseignants, enfin les gens réels de la réalité, et puis il y a l'image virtuelle qu'on va devoir se créer. Et au moment de la rencontre physique, il va falloir que ces deux images elles collent. Donc il va y avoir pour ces jeunes-là, cette génération-là, une pression, j'ai envie de dire, de l'image qui est beaucoup plus importante que celle que toutes les générations avant ont pu connaître. Comment est-ce que je peux être moi dans un environnement où il y a autant d'images, autant de contenus, autant de personnes, etc., etc. Comment je peux me distinguer? Comment je peux exister? Donc, pression d'image. Donc, je parlais de... Oui, pardon. Donc, deuxième paradoxe, c'est ça. C'est comment je peux exister, être moi, dans un monde ultra connecté, sortir du lot, finalement, être un individu. Dernier paradoxe, pour cette génération, c'est que c'est une génération qui apprend seule. On avait déjà vu que la génération Y allait commencer à apprendre des choses tout seul, mais eux, alors là, pour le coup,
Vous avez tout fait avec Internet. D'ailleurs, vous avez même des environnements numériques de travail à l'école. Personne nous n'a pas connu ça. Mail, etc. Tout se fait de façon dématérialisée. Donc, finalement, c'est vraiment, ils peuvent tout apprendre seuls. Voilà. Ils ont grandi avec cette idée qu'ils peuvent absolument apprendre tout seuls. D'ailleurs, regardez, tuto, enfin on l'a vu, tuto, vidéo, etc. Donc on peut tout apprendre seul. Et pour autant, donc du coup ça change encore une fois la posture de l'autorité. On ne reconnaît pas l'autorité au fait qu'elle nous apprenne quelque chose. Il va bien falloir qu'on la reconnaisse pour autre chose, mais en tout cas à ce stade-là, si c'est comme ça que vous fondez votre légitimité, vous n'en aurez pas avec ces gens-là, avec cette génération-là, pardon. Il y a un besoin de s'épanouir librement, parce que cette génération, de s'épanouir et de s'exprimer librement, parce que c'est une génération qui l'a toujours fait. Je vous rappelle qu'on demande notre avis à tout bout de champ. Donner un avis sur l'image, donner un avis sur la bouffe, le repas, sur vos vacances, sur la boulangerie, sur absolument tout, sur des cours. Tout à l'heure, on va vous demander un avis sur la confiance. Bref, on est adulte, on sait se pondérer, etc. Cette génération-là, on leur demande leur avis depuis qu'ils sont petits, tout petits. Donc pourquoi ils garderaient leur avis? C'est pas de l'insolence, c'est qu'ils ont toujours fait ça. Donc il y a quoi de différent au moment où on arrive dans le monde du travail de dire non mais ça ne va pas. Non ça va pas, c'est pas comme ça qu'on a appris, non. Bon, on vous a rien demandé? Oui, mais je vous le dis. Mais oui, parce que c'est comme ça qu'ils se sont construits. Et encore une fois, c'est pas contre vous, c'est pas d'insolence non plus. C'est qu'on vous demande à tout bout de champ votre avis, aussi, ils le donnent. Alors, donc du coup, je vous disais, le paradoxe, c'est que ils ont appris tout seuls, ils veulent de l'autonomie, ils se sentent autonomes. En revanche, on peut être rapidement confronté à un manque d'autonomie. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on a tout au bout du doigt. Donc les réponses, on les a vite et on les a de façon très claire, donc très mâchée. Quelle que soit la question, vous allez avoir une réponse avec les réseaux sociaux, peut-être pas les réseaux sociaux, mais Internet, qui va être, voilà, si cette réponse-là ne vous va pas, vous allez en chercher une autre, etc. Mais sauf que dans le monde du travail, c'est pas comme ça. Dans le monde du travail, parfois, il ne va pas y avoir une réponse claire, il ne va pas y avoir une réponse rapide, et on aura tendance à être vite bloqué. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer sur cette génération-là. Et la question de l'autonomie, c'est d'ailleurs ce qu'on relève, la question de l'autonomie pour ces générations, elle se pose, et c'est ce paradoxe-là qui fait qu'on veut de l'autonomie, de la liberté, et en même temps, on n'arrive pas forcément à trouver les codes de l'entreprise pour pouvoir l'habiter pleinement. Julien, c'est bon pour vous? Alors, bon, une fois que j'ai dit ça, on est bien embêté, parce que comment on fait? Alors, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'il y a des gens qui ont réfléchi quand même, qui se sont dit comment on va faire. Donc la première chose qu'ils ont fait, du coup, on a assisté il y a peu de temps à le retour, en tout cas, d'un questionnaire qui, justement, qui cherchait à comprendre cette génération Z. Après le Covid, parce qu'on a très peu de recul sur quel a été l'impact du Covid sur cette génération. Ce qu'on sait, c'est qu'on a du mal à les recruter, enfin, on sait qu'on est confronté à des difficultés, mais on ne sait pas à quoi c'est dû, qu'il fallait comprendre. Et d'abord, premier enseignement de cette étude, ce qu'on nous dit, c'est que les jeunes qui embrassent les valeurs fondamentales, quand on leur pose la question parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles les plus importantes pour vous dans la vie en général, c'est la famille. La famille, les amis. Donc c'est la sphère privée. C'est pas forcément le travail, c'est pas forcément la réussite. C'est vraiment la sphère, on a parlé de génération indoor, donc ça renforce encore cette idée. Quand on leur dit, et dans le travail, quels sont pour vous les éléments qui vous paraissent les plus importants? La quête de sens, c'est celle qui vient en premier lieu. La quête de sens, c'est-à-dire que je ne ferai quelque chose que si j'y trouve un intérêt. Je n'apprendrai que si c'est utile. Donc si on n'arrive pas à me démontrer la pertinence de ce que je dois apprendre, je ne l'apprendrai pas. J'irai chercher autre chose, parce que j'ai les moyens d'aller apprendre autre chose avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, le dernier point. Et dans l'approche du travail, la question qui a été posée là à gauche, quels sont selon vous qui sont les plus importants à vos yeux pour que vous soyez heureux au travail? Ce
qui ressort, c'est l'ambiance de travail qui vient en premier lieu après la rémunération. Avant la rémunération, pardon. Avant la rémunération. Donc c'est quand même une perte de points, mais c'est encore là. Et si on regarde, tout le reste vient finalement bien après, mais l'ambiance de travail, ça vous parle, vous, l'ambiance de travail? Hein? Comment on génère cette ambiance de travail? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on attend de cette ambiance de travail? Et qui va avoir Là, on a un levier, là. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir activer ce levier-là? Eh bien, vous savez quoi? C'est ces mêmes jeunes qui nous donnent la réponse. Ils nous donnent la réponse parce que, et je vais voir si j'ai la diapo, parce que là, j'ai un gros doute, parce que je vais vous le dire. 30 secondes, je l'ai retrouvé. Il est où mon sondage? Quand on demande aux jeunes, qu'est-ce qui vous implique le plus au quotidien? Ils vont répondre à 75%. Et l'étude a été menée, du coup, pour madame qui posait la question tout à l'heure, celle-là d'étude, elle a été menée sur un panel représentatif de 6800 personnes, c'est le groupe BBI qui l'a fait, sur 11 pays. Et ils répondent à 75%, écoutez bien, ils reconnaissent à leur supérieur hiérarchique un impact significatif ou très significatif à l'attachement pour l'entreprise. Donc en fait, on est en train de dire que l'utilité, tatati, tatata, etc. Mais en fait, pour rester dans l'entreprise, ce qui va compter, c'est quoi? Là, ça doit nous donner de l'espoir. C'est le manager qui va faire la différence. Et personne d'autre. Il ne parle pas d'enseigne, il ne parle pas d'utilité. Oui, c'est des choses qu'on va aller chercher, mais pas nécessairement autrement que par l'accompagnement, en tout cas, de notre super manager. Et les managers, eux. Donc, du coup, cette génération, elle est en attente. Elle est en attente de quoi? De l'ambiance. Ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Et les managers, eux, enfin vous, quelle est votre vision de cette génération? Qu'est-ce qui est difficile? Eh bien, cette même étude, elle va nous donner ceci. Ça va vous parler. En quoi le management au quotidien est-il particulièrement difficile? En sachant que 42% des managers trouvent difficile le management au quotidien de cette génération. Et ils vont nous dire que, avant tout, c'est le manque d'investissement et de motivation et la remise en question des règles, le manque de respect, le manque de professionnalisme. C'est ça que vous, managers, vous trouvez compliqué à gérer avec cette nouvelle génération. Et pour autant, ils attendent de vous. Oui, alors ça c'est nous, managers, qui disons ça. Mais en même temps, eux, on voit bien qu'ils sont en attente de notre part, à nous, qui gérons des entreprises, des équipes, etc., qu'on vienne apporter en fait des éléments motivationnels. Il y a la piste de réflexion. Donc, je dirais là, oui. Le problème, c'est que le mot motivation, on n'a pas tous la même définition. Parce que nous, managers, on a une définition du mot motivation et le jeune a une autre. Le mot motivation, on n'a pas tous la même définition. Nous, les managers, on a une définition du mot motivation et le jeune, la génération Z, a une autre définition du mot motivation. Donc, à quel moment on s'en rencontre là? Premier, on l'a pas préparé, on est d'accord. Alors, justement, c'est bien le problème. Les managers ne comprennent pas ces attentes-là. C'est tout le souci. Mais déjà, dès lors qu'on se pose la question, et c'est pour la blague, mais je trouve ça plutôt pertinent, c'est dès lors qu'on se pose la question, c'est que déjà on est en situation, en voie de transformation. Et je vous ai dit, j'ai pas de réponse, Madame Cossieux, pas de réponse. J'ai pas de réponse, en revanche, j'ai des pistes. Alors, quelles pistes? Vous les connaissez, ces pistes-là. Vous les connaissez, c'est juste qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. C'est faire preuve d'écoute, c'est manager, accompagner. Enfin, vous voyez, c'est les gros mots valises, et là où on met tout et son contraire. Mais concrètement, est-ce que ça rejoint vos pratiques au quotidien? Voilà, est-ce que vous avez le temps de le faire? Est-ce que vous vous donnez le temps de le faire? Est-ce que vous vous organisez pour le faire? Ce qui est certain, c'est que ce que nous apprend cette enquête, en tout cas, c'est que c'est la fin d'un modèle. C'est la fin d'un modèle, et si ce qu'on a fait auparavant, les générations précédentes, ne fonctionne pas, c'est que fatalement, il faut qu'on trouve d'autres pistes de réflexion, d'autres façons d'agir. Et ces façons-là, alors je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'on me regarde avec des gros yeux. Ces façons-là, les pistes que j'aurais souhaité vous proposer, ce sont les suivantes. D'abord, c'est chercher à comprendre.
Est-ce que, alors là, c'est ce qu'on fait hein, ensemble, collectivement, mais je vous ai dit, moi j'ai pas de réponse. Je ne peux que vous proposer des pistes de réflexion. Et puis, comme tu dis, la motivation pour toi, pour l'apprenti, pour en fonction du métier, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se poser, du temps, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on peut avoir un levier de motivation? En quoi mon management t'a convenu ou ne t'a pas convenu? Changer vos pratiques, c'est à un moment essayer de comprendre quelle était l'attente du jeune. Et pour ça, on ne pense pas à l'entretien de sortie, de fin de contrat. Un jeune qui part, alors n'ayez pas peur, il n'aura lui pas peur de vous donner son avis comme ça de façon très abrupte. Dans tous les cas, il vous le donne son avis, il est habitué à le donner. Donc servez-vous-en. Si vous voulez des clés ou des pistes, voilà, ça peut être aussi quelque chose qu'on instaure, de se dire tiens, quand quelqu'un part, parce que c'est une génération qui va changer beaucoup, posons-lui la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement? Qu'est-ce que tu proposes? Le deuxième point, c'est écouter. Alors, on a toujours l'impression d'écouter. C'est toujours ça le problème. On se dit, mais enfin, je l'écoute et tout. Mais est-ce qu'on écoute vraiment? Est-ce qu'on n'écoute pas de façon très orientée, ou quand on en a besoin, ou voilà, est-ce que l'écoute, elle a la qualité que votre apprenti et votre futur salarié peut attendre? Donc la deuxième piste, moi, que je pourrais vous proposer, et encore une fois, c'est juste une piste, hein, c'est de se dire, et je vous assure, hein, ça m'a permis aussi, moi, de revoir un peu mes pratiques managériales, de me dire, tiens, je vais consacrer 20 minutes par mois par salarié. Mais 20 minutes vraies. Je vais aller le voir, lui dire, alors, comment ça va? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui a été compliqué là dans la période? Qu'est-ce qui t'a plu? À quoi t'as apporté ta patte? Qu'est-ce que tu aurais vu de différent, de mieux, de moins bien? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Parce que moi aussi, en tant que manager, je ne mesure pas nécessairement les attentes de façon très individuelle. Je ne peux pas le faire si je ne pose pas la question et si je ne prends pas le temps d'écouter. En dehors des moments où il faut vraiment gérer des choses importantes, hein, qui demandent un résultat. Parce que nous, on est orienté résultat, on est orienté performance, etc. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc ça, c'est la deuxième piste. Et la dernière que je souhaiterais vous proposer, c'est plutôt que de donner du poisson. Alors, exemple, je vais être très, très simple. Il m'arrive de laisser ma porte ouverte. Et j'ai des enseignants, pas que, hein, qui viennent me poser des questions. Et ça me fait plaisir de dire, de répondre. Ou même de donner un document que j'ai déjà donné, mais d'aller le chercher, de le redonner, etc. etc. C'est sûr, je me sens utile. Je me sens utile, mais je n'accompagne pas l'enseignant dans l'autonomie, en tout cas face à l'outil technologique, qui est pour moi un enjeu important. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la dernière piste pour développer l'autonomie, c'est d'aider les jeunes, et de façon générale toutes les générations, à apprendre à pêcher plutôt qu'à leur donner du poisson. Et ça va nécessiter forcément un investissement plus important que de donner une réponse. Puis les gens sont contents, hein, ils ne vous demanderont pas autre chose, hein, parce que vous leur donnez une réponse rapide, ils repartent impeccable. Mais du coup, ça n'aide pas à développer l'autonomie, ça n'aide pas non plus à être dans une ambiance productive de travail, où on s'épanouit, etc., etc., etc. Ça me demande à moi un effort. Oula, personne. Vous me faites peur. Bon, du coup, cette génération Z, finalement, alors, oui, développer l'autonomie, hein. Donc, génération Z, on pourrait dire que c'est une génération qui veut désormais réussir sa vie et pas réussir dans la vie. Et je vous invite à prendre connaissance du collectif Bifurqué. C'est des jeunes là, de Paro Agritech, Paris Agrotech. Agrotech. Merci, je commence à avoir soif. Qui en 2022 ont refusé leur diplôme. Hein? Ils ont refusé par manque de sens, etc., manque d'écoute, c'est pas des... La solution n'est pas le problème. Pardon? Ils voulaient être la solution, ils n'ont pas le problème. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion, vraiment, collectif Bifurqué. Alors, où est-ce que j'en étais? Je vous ai donné des pistes, c'est pas forcément ce que vous auriez souhaité, j'imagine. Mais ça nous dit aussi que derrière cette génération, il y en a une autre qui arrive, hein. Ça va être notre fameuse génération alpha. Et elle est là plus vite que prévu, oui, puisque finalement 5 ans entre les cohortes, vous avez raison, ça va vite. Et elle a moins de 15 ans.
aujourd'hui. Ça veut dire que d'ici 2 ans, même l'année prochaine, vous êtes susceptible d'avoir des jeunes de la génération alpha en tant qu'apprentis, et dans 2 ans, ils peuvent intégrer parfaitement le monde du travail avec un CAP. Cette génération alpha, donc cette génération alpha, c'est une génération pour le coup qui a été biberonnée. On a parlé de la génération Z, imaginez la génération alpha, elle est hyper agile, elle est capable, c'est eux qui sont capables de vous accompagner pour mettre des applications, enfin, c'est nos enfants, les petits enfants. Donc elle est hyper agile avec la technologie. Et pour autant, elle a grandi dans cet environnement très menaçant qu'on connaît aujourd'hui encore, puisque je vous rappelle qu'ils font des alertes attentats, les gamins, on n'a pas connu ça, on n'a connu que les alertes incendie. Et cette génération alpha, les sociologues ils sont pas très optimistes, puisque en fait ils pourront vous donner un éclairage qu'une fois qu'ils seront dans l'emploi. Mais on peut présumer de quelques petites pistes. La première, c'est qu'à leur entrée du travail, comme ils sont très à l'aise avec la technologie, ils vont avoir une compréhension très intuitive de tout ce qui est technologique, et globalement, ils vont continuer à remettre en question la hiérarchie si elle se positionne en sachant encore plus, puisque eux vont être encore plus à l'aise que vous. Autre chose, ils seront plus agiles aussi dans le travail séquentiel. Ils sont atomisés de plein d'informations constamment. Donc ça ne les dérange pas, au contraire, c'est leur mode de pensée de zapper, d'avoir un traitement d'informations très rapide et sélectif. Donc leur demander une concentration de long terme, ça va être compliqué. Donc apprendre à travailler avec ces générations, ou faire travailler ces générations, c'est aussi comprendre comment elles fonctionnent. On le voit, Monsieur Gilles, on le voit dans nos cours. Le télétravail, c'est pas quelque chose qui découvre, ils ont vu leurs parents à la maison, négocier du télétravail, donc on peut aussi supposer qu'ils vont avoir une exigence sur la flexibilité au travail et qu'ils se laisseront plus facilement séduire par des individus, par des entreprises qui auront du coup la capacité de leur proposer cette flexibilité-là. Ils sont aussi mieux informés de toutes les problématiques mondiales, donc ils pourront être aussi plus exigeants sur l'éthique d'entreprise. Et enfin, ils vont, alors, note positive, ils risquent de valoriser, on suppose, on verra ça d'ici quelques années, puisqu'on peut poser finalement un constat ou une explication qu'après, mais on suppose qu'ils vont être aussi plus à l'aise avec l'apprentissage en continu, parce que finalement ça a été tellement démocratisé que, une question, j'apprends et j'apprends quand je veux, et seulement si j'en éprouve l'utilité. Donc ça veut dire que déjà, les pistes de réflexion managériale que vous pouvez poser là avec la génération Z, elles seront encore plus vraies avec la génération alpha. Allez. Et maintenant, je conclue en vous disant ceci. Est-ce que j'ai une petite diapo pour conclure ? Ouais. Lors de la présentation de cette fameuse, vous savez, cette fameuse enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été commandée par l'OPCO Acto, l'OPCO du commerce, donc on nous a présenté ça, et puis il y a une directrice de CFA qui a dit, mais attendez, les jeunes, si je comprends bien, ces générations, ils sont en quête de sens. Vanessa, ils sont non, c'est pas Vanessa qui a posé la question, c'est une autre personne, mais ils sont en quête de sens, ils veulent davantage d'équilibre de vie personnelle et professionnelle, ils veulent exister, ils veulent qu'on tienne compte d'eux dans leur intégrité. Enfin voilà, pas que qui sont au travail, mais qui sont en tant que maman, etc. On vous dit de plus en plus, j'ai fait mon mercredi, j'ai fait mon vendredi, j'ai fait mon lundi pour m'occuper de... Bref. Donc cette génération, elle demande ça davantage. Et cette directrice a dit, non attendez, nous aussi on demande ça. Nous aussi on a envie de plus d'équilibre, qu'on tienne compte, et personne, je pense, soit de la génération, soit avant, soit après, mais dans tous les cas, moi je me retrouve dans ce discours-là. Après Covid, j'ai fait des choix, et aujourd'hui j'en fais encore. Donc ça veut dire qu'au-delà, je vous l'ai dit, une génération ne s'arrête pas au moment où l'autre commence. Donc ça veut dire que tous les bouleversements, toutes les questions que vous vous êtes posées face au travail et comment vous vivez, vous équilibrez ça, eux se le posent d'autant plus. Donc ça veut dire qu'on n'est pas face à un problème de génération. Moi j'en viens à cette conclusion-là. On est face à une situation où le monde se transforme de plus en plus vite, et le monde du travail en particulier. Et ça touche, in fine, toutes les générations. Toutes les générations. Et il s'agit désormais davantage d'un enjeu de société qu'uniquement un enjeu économique. Voilà. Et pour finir, ça m'a plu, donc
Je voudrais juste partager avec vous la citation de Philippe Bouvard qui disait « Moi, je n'admire pas la jeunesse pour la brutalité de ses certitudes, mais pour la sincérité de ses angoisses, et je partage complètement ça avec elle. » Voilà. Je vous remercie.